Bon bah salut, c'est Nico. Oh bah dis donc, hein, qu'est-ce que le temps passe vite, hein. Nous voilà déjà à la mi-juin, et ça fait déjà un bout de temps que notre copain André Pierre devait vous raconter la fin du France, hein. Ouais, je sais, c'est un peu ma faute. J'étais un peu occupé à bosser ailleurs. Oh bah oui, hein, c'est qu'il faut les trouver, ces picaillons, hein. D'ailleurs, en parlant de ça, à bon baiser d'Étretat, on a besoin de sous. Ouais. Alors, faudrait peut-être un peu vous y mettre, hein. On a même une campagne de financement participatif. Ouais, je l'ai bien dit, hein. Oh bah c'est tout bête, hein. Tout est expliqué là dans la présentation que vous aurez là sous l'écran. Il suffit de lire et puis de faire ce qu'il faut, quoi. Bon, bah, je compte sur vous parce que nous, ça devient vraiment urgent. Ouais. Bon, allez, assez causé, hein. Je laisse la parole à notre copain André Pierre qui va vous raconter ce que vous attendez tous, c'est-à-dire la fin du France et sa mutinerie, camarades. Allez, vas-y, Polo. Oui, tu peux y aller. À la fin de l'aventure, c'est que, à une certaine époque, il y a eu ce qu'on a appelé le choc pétrolier. Et le France était un glouton au niveau de la consommation en fuel. Et par rapport à l'avion qui permettait de se rendre plus vite aux États-Unis, la vocation du France s'est vite estompée parce que certains avaient décidé de ne plus mettre la main au porte-monnaie pour continuer l'exploitation du paquebot. Le chef de l'État de l'époque, Giscard d'Estaing, malgré ses promesses électorales, avait décidé de couper le robinet puisque la Compagnie Générale Transatlantique était une société semi-nationalisée et qu'elle vivait aussi des subsides de l'État. On avait appris ça à Cannes, en revenant d'une croisière, où ça a fait véritablement l'effet d'une bombe à bord, puisque tous les gens étaient bien conscients que c'était leur avenir qui se jouait. Nous avons gagné New York et débarqué les passagers américains. Nous avons donc repris d'autres passagers en direction du Havre, et déjà à bord, beaucoup de bruit circulait qu'il allait se passer quelque chose en arrivant à l'arrivée au Havre. Il a été décidé d'un commun accord avec les organisations syndicales de faire un mouvement pour attirer l'opinion publique sur le gros problème du France, de mouiller le bateau en rade du Havre. Plusieurs d'entre nous avons été appelés par les organisations syndicales pour monter à la passerelle et occuper la passerelle du bateau, pour faire pression sur le commandant pour que le bateau arrête avant de rentrer au Havre. Ça s'est passé le 11 septembre 1974 au soir, alors que tous les passagers étaient en train de se restaurer en salle à manger. Donc le bateau était considéré comme occupé, donc c'était ce qu'on a appelé une mutinerie, puisque dans le code de la marine, tout homme qui se rebelle ou qui empêche le bateau est considéré comme un mutin. Et la nouvelle s'est étendue un peu partout dans le pays, les radios, la presse, et en clair, ce qu'on voulait, c'est-à-dire attirer l'opinion publique, était fait. Et le lendemain matin, les passagers ont débarqué par les Carferry Torresen sans aucun problème. Et juste une anecdote, c'est que quand les passagers ont appris que le bateau était bloqué, beaucoup d'entre eux ont applaudi et ont soutenu l'initiative de l'équipage.
Donc le lendemain matin, tout le monde a débarqué sans aucun problème sur les Carféry. Et l'orchestre du bord a joué Ce n'est qu'un au revoir mes frères. Et c'était un moment assez poignant du début de la lutte. Le commandant et les officiers présents dans la timonerie ont eu un semblant de protestation parce que sans doute c'est lui qui a représenté la compagnie qui était maître à bord et que c'était la première fois qu'un bateau d'une telle ampleur a été occupé. On pense qu'au fond de lui, il était certainement solidaire. Alors comme partout, bien sûr, il y avait des gens qui n'avaient pas les mêmes convictions et qui à un moment donné étaient prêtes à aller faire le coup de poing, mais ça s'est très vite arrêté parce que quand il a voulu appeler la machine a dit machine occupée, commandant. Donc tout le monde était bien solidaire du pont machine et garçon de salle à manger pour faire ce mouvement. Et ensuite, il a fallu organiser le début du mouvement et que chacun, une fois que les passagers étaient débarqués, reprenne une certaine activité à bord, parce que le but recherché, c'était pas de perdre l'outil de travail et de saboter l'outil de travail, c'était bien sûr de le rendre de le conserver dans l'état de propreté et de mise en exploitation le plus rapidement possible. Ça s'est très bien passé sans aucun problème, avec tous les jours une assemblée générale du personnel pour décider de la suite à donner au mouvement, ainsi que les soutiens qui pouvaient arriver et les négociations qui allaient s'entamer avec le gouvernement de l'époque, avec comme Premier ministre Jacques Chirac, et si mes souvenirs sont exempts, le ministre de l'Industrie devait s'appeler M. Durafour. Comme il y avait une imprimerie à bord qui imprimait les menus et le journal de bord, les imprimeurs ont tout de suite imprimé un journal qu'on a appelé le France en rade, et qui était imprimé tous les jours avec les nouvelles et tous les télégrammes de soutien qui pouvaient nous parvenir. Au moment, c'était une certaine liesse qui s'est organisée, parce que qui a eu lieu, que ce soit le premier jour comme les jours d'après, où véritablement l'ensemble des marins avaient véritablement l'envie de se battre. Le fait de bloquer le chenal du Havre était quand même assez conséquent, puisque pendant 1 ou 2 journées, le port du Havre a été bloqué, vu que le bateau tournant sur son ancre bloquait complètement l'entrée et la sortie du chenal du Havre. De ce fait, les autorités compétentes ont pris l'initiative pour pouvoir de creuser un chenal parallèle à celui qui existait, de telle façon à permettre l'entrée et la sortie de bateaux assez conséquents. C'est là que déjà on a constaté une certaine démotivation des marins, parce que en clair, l'objectif c'était véritablement de boucher le port du Havre, mais on voyait que quand les bateaux passaient à côté, l'objectif n'était pas atteint. Là, il y a des gens qui ont commencé à quitter le mouvement et qui sont descendus par bateau. Après, il est arrivé, je pense que c'est une 8 ou 10 jours après, un coup de vent qui, en clair, mettait en péril le bateau, puisque les chaînes d'ancre pouvaient lâcher à n'importe quel moment. Il a été pris la décision, avec les organisations syndicales et les officiers et le pacha, d'aller se mettre à l'abri dans la rade de Saint-Valahougue, à la pointe, à Barfleur, Saint-Valahougue, de telle façon à se mettre à l'abri du coup de vent. Et là malheureusement, le gouvernement a joué la carte du pourrissement, et bon, à un moment donné, il a été décidé, suite aux dernières négociations, de rentrer le bateau au Havre, et le but était de réoccuper le bateau à quai. Malheureusement, ça ne s'est pas déroulé comme ça. Et les gens ont été, en clair, complètement démotivés.
Alors le bateau est rentré à poste au quai Jeunesse couvert sans éviter, c'est-à-dire qu'il était face à la cale de Radoub. Et la crainte, c'est qu'on pensait qu'à tout moment, il pouvait avec un autre équipage, remonter à bord, mettre en route le bateau, puis s'en aller que le bateau. Donc on était chargé de jour et nuit de garder le bateau à quai. Or ça a duré quinzaine de jours peut-être. Et après, les choses se sont arrêtées définitivement parce que l'ensemble du personnel a été licencié, quoi. Alors pour la forme, après, la lutte a continué, mais sous différentes formes. Le bateau a été transféré au quai de l'Oubli, au Havre. La lutte a continué, voire même jusqu'en 1979, jusqu'au jour de son départ, puisque les remorqueurs et les lamaneurs et les dockers du Havre, ainsi que de nombreuses personnes, ont occupé l'écluse François Ier pour empêcher son départ. Alors bien sûr, c'était quelque chose de symbolique parce que c'était plus, non pas un baroud d'honneur comme on pourrait l'appeler, mais en plus c'était plus par comment dirais-je, sensibilité, où le France était quand même le bateau des Havrais et le bateau de la France, l'ambassadeur de la France, et le bateau du Havre. Eh ben voilà, maintenant vous savez tout. Bah ouais, c'est pas très gai, hein, mais c'est comme ça. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que 1200 personnes, ils y ont quand même perdu leur boulot, hein. Eh ben, c'est pas rien quand même, hein. Bon, allez, il est temps de se quitter parce que moi, tout ça, ça m'a donné un peu le bourdon, hein. Alors, portez-vous bien, et comme je vous le disais tout à l'heure, on a vraiment besoin de sous. Alors faites un don à Bon Baiser des Trottins parce que sinon, on serait obligé d'arrêter. Serait quand même dommage, hein. Bon, allez, les copains et moi, on compte sur vous. À la prochaine, hein. Vas-y, Polo, quoi, balance le générique. Bah oui, on va quand même pas coucher là, hein. Oh là là, ce côté mou, voilà.